Débriefing du Grand Prix de Monaco sur F1 TV, place aux pilotes français, évidemment, aux 4 mousquetaires. Alors, des performances très inégales ce week-end à Monaco, pour ce Grand Prix à domicile, ou presque, pour les Bleus. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par François Sever, évidemment. Enfin, je veux dire par Jean-Éric Vergne, puisqu'il a eu cette formidable attention, cette idée de rendre hommage à François Sever, dont on célèbre les 40 ans de la mort, évidemment, avec ce très beau livre de Jacqueline Beltoise, la sœur de François Sever, et de notre ami Johnny Reeve. Magnifique bouquin qu'on vous recommande. Et donc, ce casque mythique aux couleurs de François Sever, eh bien, Jean-Éric l'a porté haut et fort ce week-end. Oui, Jean-Éric a fait une performance remarquable. Il a été là tout le week-end. Il était vraiment performant. Il a dominé son coéquipier Ricciardo, ce qui n'est pas peu dire. Et en plus, il a fait ce geste éminemment sympathique parce que François Sever est un grand champion, est un champion très, très, très aimé, un type formidable. Et de lui rendre hommage de la sorte, je trouvais ça vraiment très élégant. Et Jean-Éric a été récompensé parce qu'au final, il est 8e. Super performance. Et moi, je te dis, moi j'étais là quand il est rentré dans le stand après sa 8e place. Chez Toro Rosso, ils étaient vraiment aux anges. Et Franz Tost, vraiment, lui, elle a sauté, l'a embrassé comme un papa vraiment satisfait de son fils. C'est vrai qu'une 8e place pour Toro Rosso, c'est pas tous les jours qu'ils vont pouvoir les faire. Jean-Éric, il a égalé donc son meilleur résultat en F1. Il a réussi la perf d'aller en Q3, c'est une première pour lui, et franchement sur Monaco il fallait le faire, mais il nous a montré déjà aux essais libres ou le matin sur le mouillé que zéro problème, il était en confiance, à l'attaque, bien décidé à saisir sa chance. Alors toi tu as assisté, tu as parlé avec Renaud Derlot qui est le coach de Gève, et tu as un peu quelques anecdotes, quelques explications justement sur pourquoi est-il si à l'aise sur le mouillé, Jean-Éric? On l'a vu pas seulement à Monaco d'ailleurs, mais également à d'autres Grands Prix. Oui, tout à fait. J'ai demandé à Renaud Derlot, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu expliques que Jean-Éric est toujours à l'aise dans des conditions piégeuses et tout ça? Et il m'a expliqué, il m'a dit, Yves, écoute, il faut savoir qu'il y a du boulot là derrière, que je prends les vidéos, les caméras embarquées des éditions précédentes, celles qui ont été sur le mouillé, et nous passons en revue virage par virage les endroits où il y a plus de motricité, moins de motricité, et aussi les trajectoires de ceux qui ont gagné sous la pluie. Et ce travail paye à chaque coup, et c'est comme ça que, me dit-il, ont-ils pris le dessus sur Ricciardo, qui ne fait pas le même exercice. Comme quoi, Pierre, tu vois, il y a beaucoup de travail en amont, et c'est sympa de voir que, bon, il y a du talent, il y a énormément de talent, mais il y a du travail et ça paye. Ah oui, c'est de la détermination. Et puis ce travail aussi des conseillers techniques, des coachs comme Renaud Derlot, eh bien voilà, ce sont des heures et des heures, visionner des vidéos, repérer voilà, les bons conseils. Et voilà, ça paye, la preuve avec Jean-Éric ce week-end. On se réjouit, parce que c'est vrai qu'il avait joué de malchance sur les 3 ou 4 Grands Prix précédents. Et là, au bon moment, boum, il est là, au rendez-vous. Au contraire de Daniel Ricciardo, dont tu es toujours le président du fan club, mais enfin, il est un peu moins fier cette fois-ci. Et on sait qu'il y a cette rivalité qui est entretenue, évidemment, par Red Bull, par le célèbre docteur Marco. On met de l'huile sur le feu à longueur de temps entre ces deux-là. Et là, j'ai l'impression que Jean-Éric est en train, sinon de prendre l'ascendant, en tout cas de s'affirmer comme un vrai prétendant à un volant Red Bull en 2014, ce que jusqu'à présent on imaginait uniquement Ricciardo dans ce rôle. C'est vrai que dans le paddock, on parlait que de Ricciardo dans ce rôle, et maintenant, moi-même, j'ai trouvé que Jean-Éric avait pris une dimension supérieure, c'est-à-dire que pas seulement il est candidat au volant Red Bull en fin d'année, mais il est candidat peut-être à un autre volant. La vie ne s'arrête pas après Red Bull, après Toro Rosso. J'ai l'impression que la crédibilité de Jean-Éric a vraiment monté d'un cran cette course-ci, et que sa performance n'est peut-être pas passée inaperçue chez d'autres teams. Bon, tu veux dire que, par exemple, si Total a besoin d'un pilote français l'année prochaine chez Lotus... Exactement, c'est à ça que je pensais. Mais pourquoi pas, parce que Jean-Éric a une très bonne image, il passe très bien. Peut-être que Total aurait pu miser sur Jean-Éric plutôt que sur Grosjean. Alors Grosjean, évidemment, c'est le sujet inévitable. Malheureusement, c'est le problème récurrent, quoi. Parce que Romain... Voilà, à Monaco, à nouveau, il fait preuve, il est étincelant, il monte dans l'auto, pam, 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 3e tour, il fait un chrono d'enfer, il est, voilà, il virevolte,
mais il se prend les pieds dans le tapis, et malheureusement, ce sont les mêmes erreurs qui se répètent. Et alors là, les répéter 4 fois sur le week-end, Ziv, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Mais écoute, Pierre, dans le fond, Romain, et c'est ça un peu qui est dommage, Romain n'a pas changé. Dans les formules de promotion, c'était la même chose. Il avait fait montre d'une vitesse de pointe indéniable, mais il faisait plein d'erreurs. On en parlait avec Helmut Marko ce week-end. Helmut Marko disait, mais écoute, moi je le tiens à l'œil, ce garçon. Et depuis longtemps, je sais qu'il est bon, seulement je ne vois pas d'évolution. Il est capable de faire des perfs, mais il se prend les pieds dans le tapis bien trop souvent. Ce qui est très curieux, c'est que c'est un pilote cérébral, Romain. C'est un type intelligent, c'est quelqu'un qui réfléchit, et il n'apprend pas de ses erreurs. On se demande pourquoi. Parce que peut-être, bon, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais peut-être qu'il réfléchit trop, finalement, et qu'il se remet, voilà, trop en question. Voilà, on s'était dit, et Éric Boulier, qui le porte à bout de bras quand même, hein, dans cette double casquette un peu difficile à porter de team principal de Lotus, mais également de manager de Gravity pour Romain, on sent... Éric dit non, mais les problèmes sont réglés, tout est arrangé, il a bien travaillé cet hiver, etc. Les 3 premiers Grands Prix se passent, on sait que le delta en performance avec Raikkonen, il était énorme, et qu'on essaie de mettre le doigt sur ce fameux loup, finalement, avec Bahreïn, le nouveau châssis, etc. Romain est là, même si Kimi est quand même toujours un petit ton devant. À Barcelone, Romain joue de malchance en course, hein, avec cette suspension brisée, mais il est quand même un ton en dessous de Kimi en qualif aussi. Et ici, il arrive, et il se dit, je dois marquer mon territoire, il est plus vite que Kimi le jeudi, en tout cas dans les essais libres, etc. Mais quand ça ne compte pas. Jusqu'au moment, voilà, quand ça compte pas. Et puis, bon, il est quand même dans le rail à Saint-Dévote déjà jeudi. Samedi matin, il tape à la chicane du port, on le voit pas, mais c'est là qu'il, hein, la jante cassée, etc. Il revient, il monte dans l'auto, donc pneu neuf, boum, il fait un temps, le meilleur chrono, tout en haut de la feuille des temps, un tour pour refroidir les pneus, et au tour suivant, boum, dans le rail à Saint-Dévote. Voilà, ça c'est tout Grosjean. Oui. C'est voilà, tout ou rien, et malheureusement... Il y a un aspect encore en plus, c'est-à-dire qu'il a fort à faire. Il y a Kimi en face, et on le compare à Kimi. Alors, en début de saison dernière, Kimi n'était pas encore bien réveillé, on en a parlé, c'était une longue hibernation, façon de parler, et donc Romain a fait... Tu veux dire qu'à Esmen, c'était hibernatus, en voilà, fait, et Romain avait fait illusion, et il avait montré qu'il était rapide. Mais maintenant, course après course, il a un Iceman qui est solide comme un roc, qui est toujours là, qui fait des performances, et alors il gamberge effectivement, parce qu'il se dit où est-ce que je vais trouver ces quelques dixièmes qui me manquent. C'est vrai qu'on voudrait peut-être voir Romain Grosjean dans une autre équipe, et pas avec un Alonso comme c'était le cas chez Renault, ou pas avec un Kimi comme c'est le cas chez Lotus. Le problème, c'est qu'en F1, voilà, quand on a la chance de bénéficier d'un volant aussi compétitif, aussi performant que celui de la Lotus, ben forcément, dans l'autre auto, il y a un client. Et là, moi je me demande quand même si chez Lotus, il y a certaines factions de l'équipe, hein, dans les ingénieurs anglais, etc., qui commencent à en avoir assez. Alors certes, il y a Total derrière, certes, on va encore sans doute lui passer, mais le coup de la pénalité de 10 places sur la grille à Montréal, attendez, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Hein, donc, et cette équipe a besoin des dollars et d'être le plus haut possible au classement des constructeurs. Et là, Romain, il coûte des points et il coûte de l'argent à son team. Oui, ça c'est vraiment un problème parce qu'on a commencé à entendre des rumeurs comme quoi chez Lotus la santé financière n'était pas extraordinaire, donc chaque point rapporte énormément d'argent. Il semblerait que effectivement, parmi le management, ils aimeraient bien avoir un pilote qui termine ses courses et qui marque des gros points. Maintenant, Romain, il fait ce qu'il peut et espérons qu'il va se reprendre, hein, parce que c'est vrai que ça commence à peser lourd sur le moral de l'équipe. Ouais, quelque part, chez Lotus, ils n'ont pas le choix. C'est que la chance de Romain, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, quoi. À moins d'aller chercher un Kobayashi ou d'aller chercher un... Mais de toute façon, prendre le train en marche en cours de saison sans avoir fait d'essai, souvenez-vous de Jérôme D'Ambrosio l'an dernier à Monza, en étant à une demi-seconde de Kimi, il n'y avait pas de quoi rougir. Alors, il n'a pas le Kers en course, etc. Mais bon, il termine quand même en dehors des points. C'était peut-être pas le meilleur circuit pour la Lotus, et la Lotus n'était certainement pas à son meilleur niveau sur ce Grand Prix-là, donc ok. Mais il n'empêche que, voilà. Et le troisième homme
officiel ou soi-disant réserviste, Davide Valsecchi. Écoutez, c'est une blague. Valsecchi, il a roulé à Barcelone une demi-journée et ils étaient tellement affolés chez Lotus qu'ils ont rappelé Grosjean parce que voilà, Kimi était pas là et bon, et Valsecchi, il a pas le niveau, quoi. Donc ils peuvent pas le mettre dans l'auto comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, la chance de Grosjean, c'est ça. Mais il y a un moment où, si le permis à points était déjà en vigueur, eh bien, il y a longtemps que Grosjean serait de nouveau suspendu pour une ou deux courses. Et ça, c'est pas tolérable à ce niveau de professionnalisme. Et c'est vrai qu'à Enstone, bon, parce que c'est une équipe anglaise, les Anglais sont fort sévères et commencent à se dire, bon, on sait qu'on aura encore X crashs cette année, parce que le garçon, il est fait comme il est fait, il y aura des crashs, mais l'avantage, c'est vrai, et c'est pour ça qu'ils vont pas le remplacer, c'est qu'ils savent aussi qu'il est capable de faire de grosses perfs. Et que, bon, tôt ou tard, arrive à nous accrocher un podium quand même, hein, Pierre. Oui, mais canaliser cette énergie, il n'y parvient pas. Il n'a pas le mental, clairement, et il ne progresse pas sur ce terrain-là. Et ça, c'est inquiétant. Et c'est inquiétant aussi pour la suite de sa carrière à moyen terme, parce que, voilà, même s'il se refait, le doute va toujours être là. Et malheureusement, même s'il y a 2, 3, 4 courses qui se passent bien, la peur, y compris pour lui, je pense, dans sa propre tête, c'est de se dire... je peux retomber dans le panneau parce que voilà, il est comme ça depuis 10 ans, comme disait Helmut Marko, qui le suit depuis la Formule Renault, moi aussi, depuis le championnat de France en 2004, je peux vous dire. Donc ça fait 10 saisons qu'on suit Grosjean et qu'on est bluffé par sa vitesse pure, mais en même temps qu'on constate que voilà, il continue à faire des erreurs qui sont grossières à ce stade de carrière, à ce niveau de compétitivité. C'est vrai, et alors, s'il quittait Lotus l'année prochaine, c'est vrai qu'on se demande quelle équipe qui observe ses performances serait capable, aurait envie de miser X millions sur lui, sachant très bien son track record. Et c'est vraiment un gros point d'interrogation sur la suite de sa carrière. De nos jours, franchement, c'est lui qui devrait miser des millions pour rentrer dans une équipe. Hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ah oui. Et regardez Charles Pic ou Jules Bianchi, puisqu'on va parler d'eux. Eh bien, si eux ne misent pas des millions dans des équipes qui, franchement, n'ont pas le niveau, ben, ils ne roulent pas en F1. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, Charles chez Caterham, bon... On a vu ce week-end les limites, hein, Caterham qui progresse un peu, qui a un poil mieux que Marussia, et ça risque d'être la tendance générale jusqu'à la fin de l'année. Mais quand même, Charles, il a été décevant en qualif, parce que voilà, le fait que Van der Garde aille chercher cette place en Q2, c'était à lui d'aller la prendre. Mais c'est ça que je voulais dire. Hein. Je voulais en profiter pour souligner la performance de Van der Garde, parce que depuis le début de la saison, on rigole un peu, pay driver, un pilote qui amène un gros budget, sinon il ne serait pas là. Il a passé beaucoup de temps en GP2. Il n'a pas fait des étincelles, mais là, c'est lui qui se qualifie en Q2. Donc, magnifique. Il fallait voir, hein, l'équipe Caterham... à la fin des essais, c'était comme s'ils avaient gagné la course. Ouais, aller en Q2, pour eux, évidemment, c'est un exploit. Extraordinaire. Et alors, Van der Garde, c'est vrai que je pense qu'il n'a pas le niveau. Hein, il y a assez longtemps qu'on le voit rouler, mais sur un tour, voilà, et sur un circuit comme ça, il est capable de sortir une perf. En revanche, tenir la longueur de la course, oublier la preuve encore cette fois-ci. Il avait déjà tapé avant, enfin voilà. Bref. Charles en course, on sait qu'il est plus solide, il est plus sérieux, il est plus régulier. Bon, malheureusement, il n'a pas pu défendre ses chances en course cette fois-ci pour un incident mécanique. Idem pour Jules Bianchi, qui n'a même pas pu en qualif faire quelque chose. Oui, ça c'était vraiment désolant parce que c'est un funambule, Jules Bianchi. Moi, je me faisais une joie de le voir maltraiter cette Marussia sur un tour de qualif. Et malheureusement, après quelques centaines de mètres, et devant nous, il a dû s'arrêter. Et donc, c'est un peu triste, quoi. C'était dommage. Cela dit, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et Bianchi, sur un circuit comme Monaco, il s'est rendu compte qu'effectivement, voilà, les limites de la Marussia, à Monaco, on ne peut pas rouler à la limite. Et a fortiori, avec une mauvaise auto, à l'impossible, nul n'est tenu. Et Jules, qui avait envie de briller, évidemment, à domicile, puisque lui, on sait qu'il est originaire de Nice ou de la région PACA, et que toute la famille était là, etc., etc. Mais il n'y avait pas vraiment de miracle.
ça n'empêche pas que l'expérience rentre, le métier rentre. C'est un week-end sans, aussi bien pour Charles que pour Jules, mais ils vont vivre une saison longue et laborieuse. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais bon, c'est en principe pour semer. Oui, le challenge est de tenir et de durer en Formule 1. Charles Pic est bien parti parce qu'apparemment, les rumeurs disent qu'il a quand même un contrat de 2 ans. Donc, le métier rentre. Il n'est pas nul, mais moi, j'aimerais bien le voir dominer Van der Garde plus que cela. Et s'il ne domine pas Van der Garde, moi, je pose la question. Je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait Bon, cela dit, les contrats en F1, mon cher Yves, ça vaut ce que ça vaut. On en reparlera en temps utile. Voilà pour nos mousquetaires français avec Jean-Éric et François Sever quand même. C'était un formidable clin d'œil.